Merci. Donc, bonjour à tous et toutes. Je vais introduire cette deuxième table ronde intitulée donc Dérégulation, transformation des métiers, demain, quelle sécurité ferroviaire. Nous l'avons vu ce matin dans la première table ronde. L'environnement sectoriel, juridique, réglementaire, financier de l'entreprise publique SNCF a largement évolué depuis plusieurs décennies. La dernière décennie a marqué aussi une nette accélération dans cette évolution, avec des réformes ferroviaires d'orientation toujours plus libérale, avec en particulier la mise en place de plans de performance financière, comprendre des plans de productivité destinés à amoindrir les contributions des autorités publiques. Vous avez ici les gains représentés chaque année qui sont très significatifs. Cette période, c'est également l'ouverture à la concurrence du secteur, désormais vu comme étant un secteur devant obligatoirement générer des profits. Et en fait, c'est tout l'écosystème ferroviaire qui s'est mis en ordre de bataille pour poursuivre un objectif avant tout financier. Fait marquant de cette dérégulation, on peut citer le régulateur du marché, l'ART, qui a été mis en place en 2009 et dont l'objectif principal est de détruire le monopole de la SNCF et d'installer la concurrence souhaitée par les autorités européennes. Une mise en place qui doit être réalisée quoi qu'il en coûte, quitte à discriminer la SNCF. Discriminer la SNCF en particulier en abaissant les recettes du gestionnaire du réseau pour réduire les coûts des opérateurs privés. Une discrimination dont la pertinence d'ailleurs n'a jamais été étayée par aucune étude, pas plus que la pertinence de l'ouverture à la concurrence par ailleurs. Donc ça a été répété largement ce matin, qui revêt un caractère avant tout idéologique. Parlons également dans la dérégulation, et on parlait de l'ART, on peut parler également de l'EPSF, l'établissement public de sécurité ferroviaire, qui a vu son rôle amoindri par la montée en puissance de l'autorité européenne, l'ERA, on en a parlé ce matin également, dont les attributions ont été nettement renforcées, notamment par le 4e paquet ferroviaire, ce dernier prévoyant en effet des exemptions, des levées de contraintes dans un objectif dit d'interopérabilité européen. La sécurité, de ce point de vue, est une contrainte potentielle. C'est un frein, une barrière à l'entrée de nouveaux compétiteurs sur le marché. Ce n'est plus une fin en soi, c'est donc un frein potentiel. Dans cet esprit, il faut donc ajuster, comprendre dans le texte, réduire la portée des normes, les exigences auparavant appliquées à l'entreprise publique pour satisfaire les entreprises désireuses d'entrer sur le marché français pour conquérir les parts de marché et réaliser des bénéfices comme on le signalait auparavant. Donc voilà pour un contexte de libéralisation qui a un impact évidemment sur aussi la transformation des métiers. Derrière ces objectifs qu'on vient de citer, très financiers. Transformation des métiers en lien avec la sécurité. Si cette sécurité est une affaire aussi financière, en lien avec des investissements, des technologies, c'est aussi indissociable de l'activité de travail, qui plus est collective. Un collectif de travail, un collectif de professionnels s'appuyant sur des savoirs. Les savoirs sur lesquels justement il convient de s'interroger. Ça sera l'objet aussi de cette table ronde. Quel savoir, comment, avec qui, et cela en particulier dans un contexte de fin du statut et des pressions concurrentielles du privé qui pourraient bouleverser les parcours professionnels des cheminots et cheminotes et augmenter en particulier les taux de départ. Il faut également interroger les facteurs socio-organisationnels qui contiennent et qui permettent la sécurité, parmi lesquels figurent bien entendu les principes de sécurité et le système de management de la sécurité.
L'étude de l'évolution des taux de fréquence par métier fait à ce propos apparaître une telle disparité qu'il apparaît aberrant de se cantonner à des indicateurs globaux, masquant largement les phénomènes de dérive dans la masse des effectifs. Dans cet esprit, nous attirons l'attention dans notre rapport sur plusieurs points. Les points suivants: les principes de sécurité, les règles qui sauvent, la libération de la parole, le REX, nouvelle génération. Ces principes de sécurité souffrent de limites, qu'elles soient intrinsèques, à relier au fonctionnement cognitif en particulier, au biais de perception, à la fonction de l'erreur elle-même dans la résolution de problèmes, ou qu'elles soient applicatives, car trop centrées sur l'action immédiate, individualisante, ou encore ayant une difficulté à tracer une frontière entre enseignement des retours d'expérience et recherche des responsabilités, voire, dans certains cas, sanctions dans le cadre du lien de subordination qui conditionne de fait les analyses et la prise de parole, surtout pour des salariés sous contrat. Par principe, les facteurs techniques, organisationnels et humains devraient être intégrés au retour d'expérience des événements sécurité et de l'analyse des accidents. Ce principe n'est pas toujours effectif, loin s'en faut. En tout cas, leur prise en compte dans les changements de différentes natures qui se succèdent à un rythme soutenu à la SNCF ces dernières années apparaît à minima comme insuffisante, très peu intégrée en prévention, avec parfois une anticipation insuffisante des risques nouveaux pour les salariés, à qui il est demandé un effort conséquent, répété et toujours plus grand d'adaptation. La baisse des effectifs ainsi que les modifications dans les procédures de recrutement et dans la formation interne peuvent produire au plus près des équipes un effet de pénurie de compétences sous la forme de postes vacants et ou de difficultés de passation entre salariés entrants et salariés sortants. Couplées à d'autres caractéristiques comme les absences pour maladie, les situations critiques se font jour, dans certains cas, alimentant épuisement professionnel, repli sur soi et départ. On peut avoir également des démissions qui se multiplient. Les conditions d'apprentissage paraissent également plutôt négligées, alors même que certains postes requièrent un temps long pour pouvoir être tenus en se sentant à l'aise face aux situations inédites. Une plus grande formalisation de ces temps d'apprentissage permettrait de garantir les conditions organisationnelles favorables à l'apprentissage, au tutorat et à la supervision, ce qui n'est toujours pas le cas actuellement. Vient s'ajouter à ce constat celui d'un presque délaissement de la formation continue et donc du maintien ou du développement des compétences pour les cheminots déjà en poste. L'intensité des formations, le nombre d'heures effectuées par agent en particulier, apparaît bien plus faible sans les formations. Premier emploi. Ce sujet est à relier à l'exposition accrue aux accidents du travail et aux faits sécurité des salariés ayant une faible ancienneté. En effet, la part des agents qui présentent à la fois des taux faibles, autant en ancienneté qu'en âge, dans les accidents du travail, est bien supérieure à leur part dans les effectifs. Plus généralement, la fin du recrutement au statut marque aussi la fin d'un engagement dans une carrière. On en a parlé ce matin, ouvrant ou couvrant la vie professionnelle. Or, la culture sécurité se construit sur un temps long, d'autant plus que la complexité croissante du système ferroviaire, fin du monopole en particulier, multiplication des acteurs toujours plus nombreux, et les transformations technologiques imposent un effort supplémentaire de représentation et de compréhension, notamment des interfaces et des interactions dans lesquelles s'inscrit l'action des travailleurs. Le statut a été supprimé au moment même où il aurait constitué un atout majeur pour la sécurité ferroviaire et du personnel. Dans ce contexte, il a été demandé à notre cabinet de formuler des préconisations pour dessiner des axes d'amélioration
et pour répondre avec ambition à la question « Demain, quelle sécurité ferroviaire ?» En préalable, il nous paraissait évident de rappeler que la sécurité ne devait pas être une variable d'adaptation au modèle économique, mais bien le principe premier qui guide l'action et les décisions, ce qui suppose des dispositifs qui ancrent le principe dans la réalité, à commencer par donner de la visibilité à un secteur qui ne fonctionne que sur le temps long, que ce soit du point de vue des infrastructures comme de l'apprentissage des savoirs, des savoir-faire nécessaires à l'action. Par exemple, il faut selon nous revoir le financement des infrastructures ferroviaires via le fonds de concours, dans le sens où seule la SNCF y contribue, et ce alors qu'elle évolue dans un contexte désormais concurrentiel. Autre point, il doit être consacré un pourcentage, ou il devrait être consacré un pourcentage du chiffre d'affaires du GPU sur 5 ans dans l'amélioration des conditions de travail et de sécurité des salariés. À ce titre, les difficultés liées au manque de compétences dans des métiers de maintenance industrielle ne sont pas résolues par le recours à la sous-traitance. La sous-traitance ne peut pas être une solution. Celle-ci rencontre le même problème et pose des problèmes de sécurité soulevés par de nombreuses études et rapports, y compris certains ayant été commandés en interne. Et des accidents mortels ont là aussi eu lieu. Il y a donc aussi un enjeu à articuler les temporalités des projets et du renouvellement des effectifs avec celle des temps de formation et d'apprentissage pour éviter des effets de pénurie et de mise en danger. Si le groupe tente de maintenir une cohérence d'ensemble entre les SA, les dispositifs qui sont mis en place vont être mis à mal, clairement, par le risque d'éclatement du groupe. La poursuite de l'externalisation en particulier, et notamment, on peut signaler que le renouvellement des effectifs va aussi progressivement amoindrir les savoirs d'expérience qui peuvent encore aujourd'hui servir de boucle de rattrapage aux effets de séparation entre activités. La question des interfaces va se poser de façon renouvelée, non plus au sein d'une entreprise dont les personnels partageaient un socle commun, mais entre des entités et des opérateurs différents dans leur fonctionnement. Les principes de sécurité doivent alors être réfléchis à l'aune de la recomposition sectorielle, avec l'enjeu de la maîtrise des formations dispensées sur des sujets transverses aux opérateurs. C'est pourquoi le maintien de la cohérence du GPU doit aussi être consacré à travers la fin de la filialisation et l'intégration des filiales existantes dans le GPU. Pour aller plus loin, il doit être envisagé de repositionner le GPU dans son rôle d'intégrateur des besoins de régénération du réseau ferroviaire, 95% des travaux étant sous-traités. Mais aussi, il convient d'entamer un plan décennal de réinternalisation des charges sous-traitées. Disons 5% par an, ne semblerait pas une aberration, et une réflexion stratégique concernant l'acquisition d'entreprises sous-traitantes et les salariés et les composants doit également avoir lieu. Enfin, comment ne pas aborder à l'approche de cette table ronde conclusive le rôle des instances représentatives du personnel? Les élus de l'instance commune du CCGPF, en se saisissant du sujet de la sécurité, prouvent leur importance fondamentale vis-à-vis de la politique de sécurité de l'entreprise, tant en termes d'alerte, mais aussi de préconisation et de proposition. À ce titre, il nous semble devoir renforcer la place des IRP au centre de la construction et du suivi du système de prévention et d'alerte. Des propositions ont déjà eu lieu ce matin. On peut notamment citer la mise en place, par exemple, d'une consultation sur la sécurité ferroviaire qui pourrait avoir lieu, être à l'ordre du jour. Et à chaque séance plénière du CSE, on pourrait ou on devrait traiter également des réclamations individuelles portées par le représentant du personnel lors de points spécifiques relatifs à cette sécurité ferroviaire. On pourrait également imaginer faire participer le PSF au moins une fois par an aux réunions des IRP centrales. Nous avons en fait dans notre rapport une quarantaine de préconisations qui vont de préconisations très larges, comme celle qu'on a évoquée sur la réinternalisation de la sous-traitance ou l'absence de filialisation, et des préconisations très opérationnelles. Ces préconisations et recommandations nécessitent certes des moyens financiers et supplémentaires, mais comme l'indique l'intitulé de ce colloque, la sécurité n'a pas de prix.
Voilà. Je vous remercie et je vous laisse débattre.